Bonjour, voici la séance numéro 2 du chapitre 5 d'Histoire, Gouverner la France depuis 1946. Nous avons vu lors de la séance numéro 1 la première partie, l'État renforcé de 1946 aux années 1970. Passons maintenant à la deuxième partie, mutation et érosion du pouvoir de l'État depuis les années 1980. En premier point, les transformations du rôle de l'État depuis les années 1980. Alors, à la fin des années 1970, apparaît une crise économique due au choc pétrolier de 1978. Cette crise a pour conséquence une chute de la croissance économique et une augmentation du chômage. Or, l'intervention de l'État est sans effet pour réduire ce chômage. C'est pourquoi il y a une remise en cause de l'idée de la nécessité de l'intervention de l'État dans l'économie. Par ailleurs, la mondialisation réduit le pouvoir de l'État en intensifiant les flux internationaux. Pourquoi ? Tout simplement parce que les FTN, donc les firmes transnationales, adoptent une stratégie qui ne privilégie pas, les intérêts nationaux. C'est-à-dire qu'elles adoptent les délocalisations. Nous verrons dans la diapositive suivante le texte 2 qui vous donne un exemple concret. Alors, pour réduire ces effets, l'État essaie d'attirer les investisseurs grâce à des avantages fiscaux et un meilleur aménagement du territoire. Dans ce texte numéro 2 dont je vous parlais, l'État français face au projet de délocalisation de Renault à l'époque, donc c'est-à-dire dans les années 2000, Nicolas Sarkozy et puis Christian Estrosi, ministre de l'Industrie, se plaignent de la volonté de l'entreprise Renault de délocaliser une partie de sa production en Turquie. Cela provoquerait évidemment la fermeture de l'usine de Flins en région parisienne. Or, cela provoque un scandale de la part de Nicolas Sarkozy et d'autres membres du gouvernement et aussi du parti de droite l'UMP. Pourquoi ? Parce que les constructeurs automobiles, Renault et PSA, Peugeot Citroën, ont reçu, ce qui est indiqué à la fin du texte, une aide de l'État de 3 milliards d'euros en échange de leur engagement de maintenir sur le territoire français les usines de production. Autre idée, l'État réduit sa capacité d'action par des réformes administratives. Au niveau régional et local, les lois de décentralisation de 1982 et 1983, adoptées à l'époque par le gouvernement socialiste suite à l'élection de François Mitterrand en 1981, et les lois également de décentralisation de 2003 transfèrent aux collectivités territoriales des pouvoirs jusque-là réservés à l'État. À l'inverse, au niveau européen, comme c'est indiqué dans ce tableau, le traité de Maastricht de 1992 transfère à l'Union européenne une partie de la souveraineté de l'État dans les domaines de l'environnement, l'agriculture, l'euro. Ainsi, plus de 25% des lois françaises se contentent de retranscrire des décisions qui sont prises à l'échelon européen. Enfin, au niveau national, en 2007, le gouvernement, sous Nicolas Sarkozy, a mis en place une révision générale des politiques publiques, qu'on appelle la RGPP,
reprise ensuite en 2012 sous le nom de modernisation de l'action publique, la MAP. Cela a pour but de réduire les dépenses de l'État et le nombre de fonctionnaires. Vous voyez ici, dans cette première carte, les effets des lois de décentralisation de 1982-83 pour la région Pays de la Loire, ancienne région avant la réforme de 2016 de François Hollande. Vous pourrez voir donc un certain nombre de compétences qui étaient de l'ordre de l'État passées donc à cette région en ce qui concerne les lycées, les transports, l'action économique, la solidarité et la santé, l'environnement, la recherche, la culture notamment. À un échelon inférieur, vous avez ici le budget du département de la Loire-Atlantique qui représente 1171 millions d'euros, alors que le budget de l'ensemble de la région Pays de Loire était de 1400 millions d'euros. Vous avez également les domaines de compétences et le pourcentage de la part du budget pour chaque domaine. Enfin, à l'échelon inférieur, la ville de Nantes, par exemple, dont le budget est de 463 millions d'euros, vous avez ses attributions donc dans le domaine de l'éducation, l'enfance, la jeunesse. Les écoles donc sont gérées par les communes, donc ici la ville de Nantes, domaine de la culture, des sports, la gestion des services publics, l'action sociale et la santé et l'insertion, etc., etc. Passons maintenant à la troisième idée. Dans ce petit 1, les transformations du rôle de l'État depuis les années 1980, la résistance de l'État. En effet, il ne faut pas exagérer le recul de l'État. Face aux excès de la mondialisation et du libéralisme, beaucoup d'hommes et de femmes politiques affirment la nécessité d'un État régulateur et protecteur. C'est le cas, par exemple, avec la création de la CMU en 1999, c'est-à-dire de la couverture maladie universelle. Par ailleurs, depuis l'année 2000, le quinquennat qui remplace le septennat renforce la cohésion de l'action de l'exécutif puisque c'est la fin des cohabitations, à savoir donc, comme c'est indiqué ici, les périodes où le président de la République et le Premier ministre sont issus de tendances politiques différentes. Petit 2, l'autorité de l'État face à l'opinion publique. Tout d'abord, en premier point, le renforcement du poids de l'opinion publique dans la vie politique. Le fait que l'information soit immédiate, rapide, est le résultat des progrès technologiques, les liaisons par satellite, Internet, les réseaux sociaux, etc. Cela a pour conséquence le renforcement du poids de l'opinion publique dans la vie politique. En effet, les citoyens n'ont pas seulement un pouvoir par le vote, pouvoir politique, ils influent également sur les acteurs politiques, et en particulier l'État, par les manifestations, aux formes de plus en plus diversifiées et parfois violentes, comme à Toulouse à propos du barrage de Sivins, ou à Nantes à propos de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Vous avez ici donc une photo d'une manifestation contre ce futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes en 2014. Mais aussi par le biais des sondages, dont l'usage n'a cessé de se renforcer, de se développer depuis la première utilisation dont j'ai parlé par Pierre Mendès France en 1955 dans la première partie de ce chapitre. C'est ce que l'on appelle la démocratie d'opinion, c'est-à-dire que le pouvoir
peut difficilement, dans un système démocratique, déplaire aux citoyens sous peine de sanctions électorales rapides. Vous avez ici donc une caricature. Je vous laisse la regarder un instant. Deuxième idée, la hausse de l'abstention électorale. Cette démocratie d'opinion ne serait pas un problème si l'information apportée par les médias était précise, mise en perspective et expliquée. Or, le plus souvent, la concurrence entre les différents organes d'information conduit à la livraison d'informations brutes, pas forcément vérifiées ou tournées vers le spectaculaire, l'anecdotique. Une perte de confiance alors dans les hommes et les femmes politiques est la principale conséquence de cette évolution et profite aux partis extrémistes, notamment le Rassemblement national, ou alors à l'extrême gauche des partis tels que la France insoumise ou d'autres plus minoritaires comme le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, dont le discours souvent simpliste passe plus facilement auprès des masses. Cela se traduit aussi par une hausse de l'abstention électorale. Ainsi, aux élections législatives, que vous avez représentées ici en violet, l'abstention passe d'environ 15% en 1978 à plus de 30% en 2004 et si on prolongeait la courbe, près de 40% en 2007. Alors, pour ce chapitre, les sujets possibles pour le bac, évidemment, vous avez la composition de l'ensemble de cette étude. Gouverner la France depuis 1946, 2 points, État, gouvernement, administration, opinion publique. Vous pouvez avoir aussi, évidemment, comme à chaque fois, une étude d'un ou deux documents, des textes, des images, des cartes, etc. Voilà, le chapitre est terminé.